Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais causer un petit peu de l'épisode 2 de saison 3 de Star Trek Picard. Donc la deuxième semaine de Star Trek Picard, la série a repris, donc ça fait déjà une semaine, donc c'est le deuxième épisode. Donc avant de dire ce que j'en ai pensé, je vais m'intéresser à un ou deux détails. Donc là je voulais m'intéresser plutôt au showrunner de la série qui s'appelle Terry Matalas. Et Terry Matalas, alors le nom vous dit rien, c'est vraiment le showrunner, c'est vraiment le jargon des séries en tout genre. C'est celui qui supervise vraiment sur le terrain la série, qui supervise vraiment l'ensemble de la série, qui lui permet d'avoir une identité. Et Terry Matalas, quand on regarde son CV, c'est très intéressant parce que, alors le mec, c'est pas la première fois qu'il s'intéresse, qu'il travaille, qu'il œuvre sur une franchise, enfin sur une série de la franchise Star Trek. La première fois qu'on en a entendu parler de lui dans la franchise Star Trek, c'est à l'occasion de Star Trek Enterprise. Donc le mec, il a commencé là en écrivant quelques épisodes, voire en showrunnant, je crois. De le revoir en fait pour Star Trek Picard, ça donne une idée du lien qu'essaye de conserver la direction de Kurtzman, qui est donc celui qui supervise en fait l'ensemble de la franchise à Paramount. C'est l'un des scénaristes de, des reboots d'Abrams. On reconnaît en fait sa patte, son influence sur toute la direction que prennent toutes les séries là maintenant. C'est pareil pour Discovery et c'est pareil aussi pour Strange New World. Que l'on appelle Terry Matalas pour s'occuper de Star Trek Picard, ça veut dire beaucoup de choses sur le lien qu'il essaie d'entretenir. Bah, la franchise de maintenant avec la franchise de l'époque en fait. Et Terry Matalas, c'est surtout connu pour bah, une série sur Sci-Fi Channel, c'est 12 Monkeys ou 12 singes. Alors c'est une série sur Sci-Fi Channel qui adapte en fait le film de Terry Gilliam, L'armée des 12 singes, avec Bruce Willis, Madeleine Stowe et Brad Pitt. C'était le film où Bruce Willis incarne un espèce de voyageur temporel qui débarque du futur apocalyptique pour de notre temps présent à nous. Je ne vais pas tout raconter, mais grosso modo, ça se déroule se déroule sur deux époques. C'est aller et retour entre l'époque future post-apo et notre temps présent pour savoir, je crois que c'est une histoire de virus où il devait justement, Bruce Willis devait, dans notre époque à nous, trouver d'où venait le virus en fait qui a décimé toute la population, à son époque présent lui, donc notre futur à nous, quoi. Donc je crois que c'est une série qui a duré 2-3 saisons, il me semble. Du coup, j'ai pas vu du tout. Mais elle a bonne réputation. Il est un peu plus connu pour être le showrunner du reboot de MacGyver de Triste Mémoire. Et là, pour le coup, j'ai vu la première saison, j'ai pas été plus loin. Et il me semble que la série a duré quand même 4-5 saisons. Et donc Terry Matalas est connu pour être le showrunner de ce reboot-là. Donc c'est pour ça que ça manque pas de piment que Terry Matalas soit à la tête d'une série Star Trek tout simplement. Et deuxième point, là où je voulais en revenir, c'est concernant l'identité du réalisateur, parce que là je peux comprendre que les fans hardcore en fait l'étant mauvaise, parce que avec des noms comme Terry Matalas, donc le mec qui s'occupe du reboot, enfin qui s'occupait parce que la série est finie maintenant, du reboot de MacGyver qui n'est pas aimé, on va dire, il faut l'avouer. Et second point, sur l'identité de réalisateur régulier de la série, là en l'occurrence, je parle de Doug Arianowski. Je crois que je ne crache pas trop son nom, je crois que c'est Doug ou Douglas Arianowski. Je crois que c'est ça. Et donc, il est couché par terre. Je pense pas que vous le connaissiez. Ou alors, faut vraiment être cinéphile, un petit peu déviant. Mais simplement que le mec, il est connu. Enfin, son premier long métrage, c'est Highlander 4. Oui, Highlander Endgame. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la franchise Highlander, donc il y a le premier film avec Christophe Lambert qui introduit, pose les bases de toute la mythologie, enfin la plupart de toute la mythologie Highlander, les immortels, c'est des mecs qui se battent avec un sabre en fait en duel, qui se tranchent la tête, et en fait ce sont des immortels et c'est la seule façon pour eux de se tuer en fait. Alors, je ne vais pas vous expliquer toute la mythologie qu'il y a autour, surtout que le premier est très succincte, mais grosso modo, il y a eu plusieurs films autour de ça, autour d'êtres immortels qui ne vivent que pour se battre en duel. Il y a eu plusieurs films autour de ça, avec Christophe Lambert. À la télévision, il y a eu une série qui s'appelle Highlander de série, avec non pas Christophe Lambert, mais Adrien Paul. Christophe Lambert incarnait Conan McLeod,
et Adrian Paul incarnait Duncan MacLeod. Il me semble que c'était un lointain cousin, en fait, ils appartiennent au même clan, mais pas de la même génération, enfin un truc dans le genre là. Enfin, en tout cas, ils avaient un lien de parenté, ils étaient cousins. Et en fait, Highlander Endgame, c'est aussi intéressant, c'est que c'est devait être le film qui fait la transition entre le Highlander signé donc Conor MacLeod, Christophe Lambert, et le Highlander télé, Adrian Paul, qui faisait pas premier pas, mais c'était lui le vedette du film en fait. Donc le film devait être un passage au flambeau entre Conor MacLeod ciné et Adrian Paul qui devient donc le Highlander signé à son tour, quoi. Ce genre de passage au flambeau là. Et donc Doug Arielkowski, premier film qu'il fait, celui-là, Nanar en puissance, le mec démarre mal dans le cinéma. Là par contre je vous conseillerais trop un autre film de Doug Arielkowski. J'essaye de répéter ce nom histoire de bien me le mettre en bouche, hein, parce que l'articulation, c'est pas mon fort, et en plus, qu'avec un nom accouché par terre, Doug Arielkowski. Je crois que je l'ai. Donc ce réal commence pas sous les meilleurs auspices pour démarrer. Alors par contre, il y a un autre film de lui que je vous conseillerais plutôt, qui là on voit vraiment que le mec a du savoir-faire, il est compétent, que l'échec de Highlander Endgame n'était pas seulement imputable à lui-même. Ça s'appelle The Day, c'était en 2011. C'était un film un petit peu post-apo, enfin c'était un film que l'on voyait, se déroule dans un univers donc post-apo, et on voit un groupe de jeunes gens qui essaient de survivre. On était vraiment un petit peu dans le hype, un petit peu euh, pas Walking Dead, mais après Walking Dead, il y a eu toute une petite vague de films post-apo, et The Day en fait partie. Celui-là, il est assez solide. C'est-à-dire que c'est un bon fleuron en la matière, c'est rien d'extraordinaire, mais on voit que le mec, bon bah, il sait y faire finalement, il sait faire de bons films. Donc c'est The Day 2011. En star, vous avez Sean Ashmore, et il y a aussi McKellen Claude et Dominique Monaghan. Donc bon petit film, voilà, donc ça prouve que le Douglas Arielkowski essaye vraiment de me le répéter celui-là, essaye vraiment de le tenir. Il peut être un bon faiseur, un bon technicien de temps en temps. Sinon cet épisode-ci, bah en fait il est dans la lignée de l'épisode précédent, quoi. C'est-à-dire c'est l'épisode précédent, le premier épisode, ça a lancé l'intrigue sur Picard qui doit répondre à l'appel à l'aide d'un visage familier de la série, d'où le côté fanservice. Et là par contre je fais amende honorable, parce que je pensais, moi, que la série entière, que cette troisième saison, allait simplement être un défilé de visages familiers, de fanservice en tout genre. Ça, c'est un argument détracteur, mais pour moi, j'assume comme étant, c'est pour ça que je veux voir la série, en fait. Et là, en l'occurrence, ça continue avec les personnages nouveaux qu'on a découverts. Petit big up au personnage de capitaine du vaisseau, qui prend en grippe toutes les actions de Picard et de Riker. Là, pour le coup, je peux le comprendre, parce que là, il y a vraiment un côté Riker et Picard, c'est plutôt eux qui sont sur un terrain glissant, et je peux comprendre du coup le capitaine de vaisseau, le truc qui se passe dans cet épisode-ci de Star Trek Picard, c'est que on sent le caractère épineux du problème. Picard et Riker ont déboulé dans le vaisseau du mec, alors que le mec est en pleine mission, le mec a ses propres ordres, et donc devoir débouler, de voir deux personnes ô combien légendaires soient-ils, parce que Riker et Picard, dans la franchise Star Trek, même vieillissant en fait, je crois que l'un est amiral, l'autre capitaine, mais pratiquement à la retraite, de le voir ces deux mecs, ces deux gugus, arriver dans ses pattes pour je ne sais quoi, qu'est-ce que le mec doit faire? Il a ses propres objectifs, quoi. Donc de voir le mec essayer de l'embarger, essayer de mener à bien sa mission, essayer de conserver l'intégrité de son vaisseau, alors que là, il y a deux mecs qui semblent jouer les troubles faits. Bon, big up à lui, parce qu'en plus, l'acteur est très charismatique. Là, je fais juste amende honorable, parce que je pensais que ça aurait été juste personnage de passage, personnage utilitaire, personnage qui fait avancer l'intrigue. Mais là, on le voit vraiment prendre de l'assurance, un peu remonté, genre, attends, je dois faire... Il fait même pas délit d'autorité, parce que là, c'est plutôt les Riker et Picard qui sont en tort, mais vraiment. Donc là, c'est pour ça que je suis un peu à mon honorable, c'est que je pense que le premier épisode, donc l'épisode de la semaine dernière, servait vraiment à poser les enjeux. Et là, du coup, dans ce deuxième épisode-ci, on voit le cadre qui est en train de se dessiner. On voit les enjeux qui sont en train de se dessiner. On voit, là, je crois que je vois où veut diriger cette troisième saison. Tout en conservant le style haletant, le style effréné. Il y a peut-être le petit défaut de la caméra à l'épaule, la caméra tremblotante, qui est récurrent maintenant dans toute la franchise Star Trek. Quoique dans Star Trek Strange New World, je me suis pas trop aperçu de ça. Mais en tout cas, dans Star Trek Discovery, il n'y a que ça. C'est un tic en fait que beaucoup de fans hardcore n'apprécient pas, parce que ça renvoie au reboot de Abrams,
c'est un petit peu ça fait son charme, un petit peu ça peut rebuter. Moi ça me rebutait au début, mais maintenant je trouve que ça apporte un petit peu de il y a un côté de à vif, un côté on est sur le coup, on voit les personnages évoluer, on voit les personnages disons ça fait sortir du cadre, ça fait sortir de la zone de confort des personnages, ça traduit, tout ce sentiment-là, on les prend à vif. Moi j'apprécie ça, mais je peux comprendre que ça puisse, déstabiliser, déconcerter, d'autres fans hardcore qui préfèrent qu'on sait plus, un petit peu plus lisse, un petit peu plus posé, un petit peu plus c'était ça qui faisait le charme de Star Trek, depuis les années 60 et c'était conservé c'était conservé avec TNG. Donc je peux comprendre tout ça. Mais là, pour le coup, ça sert admirablement bien à la tension qu'il y a dans cet épisode-ci. Parce que là, ça commence à avoir des scènes tendues, avoir des scènes où ils doivent, répondre à des ordres un petit peu, d'abus d'autorité. Donc là, je peux comprendre tout ça. Là, mais ça participait bien à l'ambiance tendue que j'apprécie pour le moment dans Star Trek Picard. Donc pour moi, ce deuxième épisode de Star Trek Picard, de ce deuxième épisode de cette saison 3, encore du bon, encore du bon. Là, franchement, ça a légèrement en deçà du premier, parce que le premier posait vraiment toute l'ambiance, mais ça trouve un rythme de croisière que je trouve, moi, pleinement satisfaisant. Pleinement. Donc Star Trek Picard, épisode 2 de la saison 3. Ah, franchement, ça fait plaisir de voir qu'ils arrivent à tenir ils arrivent à tenir la cadence. Donc, chose tout le monde, à la semaine prochaine.